Bonjour et bienvenue sur le canal. Après une visite de plusieurs endroits de la province de Lazio, dont il reste encore quelques lieux à voir, aujourd'hui nous retournons à Rome, où nous avons une visite au jardin de Villa Borghese, pour ensuite connaître la fameuse bouche de la vérité, faire une balade dans le quartier de Trastevere et terminer la journée au Vatican où nous visiterons les musées vaticains et la célèbre chapelle Sixtine. Accompagnez-nous sur notre voyage et si vous aimez nos vidéos n'oubliez pas de donner nous un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour que vous sachiez quand nous avons téléchargé une nouvelle vidéo. Nous commençons notre deuxième visite de la ville de Rome à Villa Borghese, l'un des plus grands parcs urbains d'Europe, qui s'étend sur une superficie d'environ 80 hectares, et dans lequel la partie de sa végétation abondante, qui invite à se promener dans ses larges avenues, nous trouverons aussi de l'art et l'histoire. Ici, vous pourrez profiter de la Galerie nationale d'art moderne, la Galerie Borghese, avec des œuvres de Tiziano, Raffaello Caravaggio, ou une villa de la famille Medici, des nombreuses qu'il possédait. Après avoir passé à côté de la Galerie nationale d'art moderne, nous traversons l'arc de Settimio Severo, dont nous observons la statue de l'empereur romain en haut, entourée de prisonniers parthes. L'arc est l'entrée parfaite pour l'étang du temple d'Esculapio, un lac artificiel qui est le foyer de plusieurs animaux, tels que les tortues, les canards ou les cygnes et dans lequel vous pouvez louer de petits bateaux de rame, pour profiter d'une promenade dans ces eaux tranquilles. Au centre du lac se trouve une petite île artificielle, où se trouve le temple d'Esculapio, un temple de style ionien construit entre 1785 et 1792, et qui abrite la statue d'Éculapi, dieu romain de la médecine et de la guérison. Nous continuons notre promenade dans les larges avenues du parc, en veillant à ne pas être piégés par les transports touristiques, et sur la soi-disant voie de la Magnolia, nous rencontrons la 4e édition de la fête du chocolat, qui a eu lieu ici du 21 au 23 octobre, pouvant admirer la maîtrise de l'art de modeler le chocolat. Le parc, comme nous l'avons dit, est immense avec une extension de 80 hectares, et c'est un plaisir de se perdre dans ces rues, dont vous pourrez certainement profiter de sa nature et de son article. Nous terminons notre visite sur la terrasse de Belvédère, où nous aurons une grande vue panoramique sur la ville de Rome. Depuis les jardins, nous nous dirigeons vers la Piazza del Popolo, que nous avons déjà visité notre premier jour à Rome, et qui, comme nous l'avons dit, compte 2 églises jumelles, qui, si vous avez le temps, méritent certainement une visite. Nous poursuivons ce parcours à pied dans les rues de Rome, et à côté de la Via del Corso, nous trouvons la Colonna di Marco Aurelio, célébrant les victoires de l'empereur romain Marc Aurelius contre les Allemands. Et étape par étape, nous arrivons sur les rives de la rivière Tiber, très proche du pont Palatin.
Mais avant d'arriver à l'église de Santa Maria in Cosmedin où se trouve la bouche de la vérité, de l'autre côté de la rue, nous trouvons le soi-disant Foro Boario, qui, dans l'Empire romain, était une zone dédiée au marché du bétail. En raison de sa situation, ce lieu a subi plusieurs inondations, mais les deux temples, celui d'Hercule et celui de Portune, sont toujours préservés. Le plus ancien des deux temples est dédié à Portuno, dieu des rivières et des ports, et le second est consacré à Hercule le vainqueur, et est généralement attribué à Vesta, en raison de ses similitudes avec le temple de Vesta situé dans le Forum. À côté nous trouvons une précieuse fontaine, la fontaine des Tritons, construite au début du XVIIIe siècle, réalisée en marbre travertin, inspirée de la fontaine de Triton de Bernini. Nous traversons la rue vers la basilique de Santa Maria in Cosmedin, où se trouve la fameuse bouche de vérité, et qui, comme vous le voyez, est souvent assez fréquentée par les touristes. On ne sait pas son origine, s'il faisait partie d'une fontaine ou d'un robinet. Au Moyen-Âge naquit le mythe de la bouche de la vérité, et supposément les Romains médiévaux virent dans la sculpture un détecteur de mensonges pour ceux qui commettent des actes tels que l'adultère ou le parjure. Nous passons à l'intérieur de la basilique, construite au VIe siècle, qui a reçu son nom de l'adjectif grec kosmidion, qui signifie beau, grâce à sa décoration alors abondante. Actuellement, il manque pratiquement d'ornements, mais il conserve encore quelques beaux éléments, tels que les mosaïques du sol, le trône de l'évêque ou le chœur. Et l'un des principaux trésors conservés dans l'église, est le reliquat de verre qui garde le crâne de Saint Valentin, patron des amoureux. À côté du porche de la basilique, on peut voir un clocher roman du XIIe siècle. En sortant de la basilique, nous attirons l'attention sur une grande extension de terrain vide, qui sont les restes du cirque Massimo, construit en pierre et en marbre, et avait une capacité de 250 000 personnes, et ici il jouissait des courses de chars. Depuis ces imposantes ruines, nous traversons le fleuve Tiber par le pont de Palatine, pour nous diriger vers le quartier du Trastevere. Anciennement, le Trastevere était considéré comme une zone très humble et à part de la ville de Rome. C'est le nom de Trastevere, qui signifie de l'autre côté du fleuve Tiber. Bien que beaucoup ait changé au fil des ans, Trastevere est considéré comme le quartier le plus charmant de Rome. Vous pourrez parcourir ses rues et profiter de ses couleurs, de son ambiance ou de ses restaurants, où vous pourrez trouver la cuisine romaine typique. Son noyau central est la place de Santa Maria de Trastevere, où, en dehors d'une belle fontaine, vous trouverez la basilique de Santa Maria de Trastevere, que nous avions l'intention de visiter, mais nous n'avons pas pu le faire, car son intérieur était célébré pour un enterrement. Si vous avez la chance de la visiter, vous pourrez admirer ces mosaïques du XIIe siècle et à l'intérieur vous trouverez 22 colonnes de l'époque romaine. Nous suivons notre promenade sur le Trastevere, qui, comme vous pouvez le voir, est assez fréquenté par les touristes, même à la fin du mois d'octobre. De ce beau quartier, nous nous dirigeons vers l'un des endroits les plus emblématiques et les plus visités de Rome et qui n'est autre que le Vatican. Le Vatican, qui est officiellement un État, a une superficie de 49 hectares et environ 800 habitants. Nous accédons par la place Saint-Pierre,
qui fait partie de l'État du Vatican, et qui est un exemple remarquable de l'architecture et de l'urbanisme baroque, et lieu de rencontre quotidien de milliers de fidèles catholiques venus du monde entier. La place est divisée en deux parties, la première à côté de la façade de la basilique et la seconde en forme d'ovale, entourée d'un total de 284 colonnes et dont le centre est l'obélisque de Saint-Pierre, d'une hauteur de 25 mètres, bien que la base de la croix atteigne 40 mètres de hauteur. De la place Saint-Pierre, nous allons visiter les musées du Vatican, dont l'entrée se trouve sur l'un des côtés de ce mini-État. Eh bien, nous sommes déjà à l'intérieur du Vatican, mais heureusement, étant le mois d'octobre, il ne faut pas longtemps pour entrer, et où la première chose qui nous attire l'attention, c'est la belle échelle hélicoïdale, conçue par Giuseppe Momo en 1932, et qui est une copie de l'escalier de Bramante, conçu au XVIe siècle et qui se trouve au musée Pio Clementino, mais n'est pas ouvert au public. De cette belle échelle, nous accédons à l'appelé cortile de la Pinacoteca, le patio de la Pinacothèque, qui est une terrasse depuis laquelle nous aurons une vue panoramique sur le jardin carré. Nous revenons à l'intérieur et nous introduisons l'impressionnant Pinacothèque. La Pinacothèque est composée de 18 salles distinctes, dans lesquelles sont exposées des œuvres d'art datant des XIIe et XIXe siècles. Au début, ces œuvres étaient réparties par différents palais apostoliques, mais en 1932, par la volonté du pape Pie XI, le bâtiment actuel qui abrite la Pinacothèque, qui compte actuellement 460 peintures, a été construit. Comme nous le disons, la Pinacothèque du Vatican est constituée de 18 salles principales, dans lesquelles les œuvres sont placées par ordre chronologique selon l'école à laquelle elles prétendent. La première salle est dédiée aux artistes italiens qui ont vécu à l'époque médiévale, la seconde est consacrée à Giotto, tandis que dans la troisième sont les œuvres de Filippo Lippi et du Béat Angelico, entourant les salles ultérieures peintures du XVe siècle. Les salles les plus importantes et les plus visitées sont la salle 7 avec des œuvres de Perugino, la salle 8 avec des œuvres de Raphaël, la salle 9 avec des œuvres de Léonard, la salle 10 avec la peinture vénitienne, et la salle 12 avec des œuvres de Caravaggio. Parmi les œuvres les plus importantes que nous trouvons, nous avons par exemple San Geronimo de Leonardo da Vinci, la Transfiguration de Raphaël, la Descente de la Croix de Caravaggio, la Vierge de Foligno de Raphaël, le Martyre de Saint Erasmo de Nicolas Poussin, Adam et Ève dans le Jardin de l'Éden de Ansel Peter, le Retable de Stefaneschi de Giotto, l'Annonciation de Raphaël, la Vision de Sainte Hélène de Véronèse ou la Couronnement de la Vierge de Raphaël.
Après avoir profité de la visite de cette impressionnante collection d'œuvres d'art, nous passons à un autre des nombreux musées qui composent les musées vaticains, le musée grégorien profane, où sont exposées les découvertes des fouilles archéologiques pontificales, réalisées au cours des dernières décennies à Rome et aux alentours, et à ces matériaux s'ajoutent également de nombreuses antiquités qui avaient jusqu'alors été amassées dans les dépôts de sculptures, documentant différents moments et thèmes de l'art classique depuis l'ancienne Grèce jusqu'à l'époque impériale romaine tardive. Une grande importance est accordée à la sculpture de l'époque romaine impériale, documentée avec d'importantes œuvres provenant d'édifices et de monuments publics et privés, ainsi que des portraits et des sculptures iconiques, et à côté d'eux, il existe une importante collection des sculptures funéraires, telles que des urnes, des autels ou des sarcophages. Mais ce n'est pas le seul musée de la région. Ici, vous pourrez également profiter du musée Pio-Chrétien, le musée missionnaire ethnologique, ou le musée philatélique et numismatique. Nous revenons à l'escalier hélicoïdal. Avec la prudence lors de la descente de ne pas aller vers la sortie des musées du Vatican, car il serait impossible de revenir. Il faut donc toujours faire attention aux indications. Nous passons à l'appelé Cortile de la Pigna, appelé ainsi, car il y a une statue de bronze colossale de près de 4 mètres de hauteur, également appelée le Pignon, et qui a été découvert au Moyen-Âge dans les bains d'Agrippa. Ici nous trouvons la soi-disant sphère de Pomodoro au centre de la cour, formée par des sphères concentricales en mouvement, et dans laquelle, à travers des bris, on peut voir une sphère à l'intérieur de l'autre, ainsi que divers engrenages, métaphore de la destruction par les bombardiers pendant la Seconde Guerre mondiale, du village natal duquel l'auteur, Arnaldo Pomodoro. À côté du Cortile de la Pigna nous trouvons le musée Pio Clementino, l'un des plus importants, et qui a été le premier de tous, fondé à la fin du XVIIIe siècle en 1771 par le pape Clément XIV, étant plus tard agrandi par son successeur le pape Pie VI. Le lieu le plus remarquable du musée Pio Clementino est le Patio Ottagono, populairement connu sous le nom de Patio del Statue. Dans un centre marqué par une petite fontaine, éclairée par la lumière naturelle, la cour est entourée d'une série d'arcs qui laissent naître une collection sculpturale unique, comme le torse de Belvédère ou l'Apollon de Belvédère. Ici nous trouvons la curieuse salle des animaux, avec des œuvres liées à la nature et à la chasse, qui prétendent recréer, pour ainsi dire, un zoo en pierre. Nous continuons notre visite au musée Pio Clementino, et nous arrivons à l'appelée salle ronde, une salle peut-être pas si connue, mais qui pour nous a été l'une des plus belles. Il s'agit d'une salle circulaire, avec une coupole impressionnante qui imite celle du Panthéon d'Agrippa. Au centre, comme contrepoint à la coupole, nous trouvons un énorme vase, que l'ancien empire romain décorait dans un endroit public. Autour de lui, nous trouvons plusieurs sculptures, représentant Hercule, Claudius ou Minerve. Et ici nous passons à la salle en forme de croix grecque, qui est devenue le vestibule d'entrée du musée, et dont l'intérieur est dominé par la présence de 2 grands sarcophages, ainsi que de 2 statues de style égyptien en granit rose, datant du début du 1er siècle, et qui flanquent la porte d'entrée à la manière de gardien.
Nous montons quelques escaliers depuis la salle précédente et arrivons à l'un des côtés de la soi-disant galerie des candélabres, à laquelle nous ne pourrons pas accéder directement d'ici. Pour accéder à cette galerie, le parcours va s'étendre à d'autres salles, où l'on montre le patrimoine que le Vatican a recueilli au fil des siècles. Et après cette visite dans la salle variée, nous arrivons à la grande galerie des candélabres, qui, comme vous le voyez, est attestée de touristes, et qui prend son nom des monumentales candélabres de marbre, combinés avec des colonnes colorées également en marbre, et dans lequel se distingue la belle décoration du plafond. À proximité, nous trouvons la soi-disant galerie des tapis, avec des chefs-d'œuvre tissés à la main, représentant des thèmes historiques, religieux ou mythologiques, et ce que chaque tapis en lui-même est une œuvre d'art. De là, nous passons à l'impressionnante galerie des cartes géographiques, une énorme galerie de 120 mètres de long, et qui nous conduit vers la chapelle Sixtine. Les murs de la galerie sont recouverts de 40 cartes géographiques des différentes régions italiennes, ainsi que de cartes des principales villes, et sur le toit adjacent à chaque région, il y a des représentations des événements religieux qui y ont eu lieu. La particularité est que certaines cartes apparaissent aux visiteurs à l'envers, car au XVIe siècle, il n'était pas une convention de placer le nord en haut de la carte. Et maintenant oui, d'ici nous accédons à la chapelle Sixtine, peut-être le lieu le plus célèbre, le plus connu et le plus emblématique du Vatican. Dans cette salle, la prise de photos et l'enregistrement vidéo ne sont pas autorisés, ce que nous ne comprenons pas, car s'il est réalisé sans flash, ils n'ont pas à affecter les peintures. Face à cette interdiction, il ne reste plus qu'à faire l'enregistrement pour ainsi dire de manière furtive, de sorte que la qualité d'enregistration n'est pas très bonne non plus. Actuellement, la chapelle Sixtine est le siège du conclave, la réunion où le collège cardinaliste choisit un nouveau pape. La célébrité de la chapelle Sixtine est principalement due à sa décoration spectaculaire en fresque, notamment à la boîte et au mur derrière l'autel avec le Jugement final, deux œuvres réalisées par Michel-Ange entre 1508 et 1512. C'est l'une des chapelles du palais apostolique où se trouve la résidence officielle du pape, et fonctionnait à l'origine comme chapelle de la forteresse du Vatican, et était connue sous le nom de chapelle Magne. Son nom vient du pape Sixte IV qui ordonna sa restauration entre 1473 et 1481. Pendant le pontificat de Sixte IV, un groupe de peintres de la Renaissance, comme Botticelli ou Perugino, ont été appelés à effectuer des travaux dans la chapelle. À la demande du pape Jules II, Michel-Ange décora la chapelle. Tous les fresques du toit de la chapelle Sixtine sont l'œuvre de cet artiste génial, qui a mis environ 4 ans à terminer le travail, créant ainsi une magnifique œuvre d'art. Des années plus tard, entre 1536 et 1541, il peint le Jugement final sur le mur de l'autel pour les papes Clément VII et Paul III. Et à la chapelle Sixtine, nous terminons notre visite au Vatican et à Rome, mais nous ne terminons pas notre voyage en Italie, dans lequel nous avons encore beaucoup à profiter.